sénateurs de la province du Tanganyika ont fait part au Premier ministre sortant de l'aide urgente dont a besoin la population sinistrée de ce coin, ce après les inondations. 2 morts et 3 blessés, c'est le bilan d'une attaque des miliciens Mobondo ce mercredi dans la commune de Maluku. Enfin, le vice-ministre de la Défense nationale a appelé les groupes armés de l'Ituri à respecter leur acte d'engagement de paix signé dernièrement. C'est l'heure de vous informer, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue. On commence avec cette information en bref. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale sera connu et installé ce mercredi 22 mai 2024 après vote. Au total, 413 députés sont présents. Il faut dire que les tickets de l'Union sacrée au poste du président, du vice-premier président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur et questeur adjoint sont connus. Il n'y a que le poste de rapporteur adjoint, le seul de l'opposition qui est disputé entre Ensemble pour la République et DIPRO. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis la population sinistrée de la province du Tanganyika a besoin d'une aide urgente. Les dernières inondations qui ont frappé cette partie du pays ont fait des victimes. Les sénateurs de cette province en ont fait part au Premier ministre sortant. C'était ce mercredi 22 mai à la primature. Écoutez à ce sujet la chef de la délégation des sénateurs du Tanganyika, Christine Mwando. Elle est au micro de Patrick Isobonge-Sebokoma. Merci beaucoup. Nous sommes des sénateurs du Tanganyika et avant de venir voir le Premier ministre, nous avons été voir d'abord le président du bureau d'âge du Sénat à qui nous avons exposé le même problème que nous venons de le faire avec le Premier ministre. Il s'agissait de cas des inondations chez nous. On a sollicité à ce que l'intervention soit un peu plus urgente étant donné qu'il y a des gens qui sont sans abri, des gens qui souffrent, qui n'ont plus de domicile. On a parlé des inondations au niveau de Kalemi, au niveau de Moba. Et le ministre, l'excellence a associé aussi l'excellence humanitaire qui est là. Et on a échangé. On espère que bientôt, comme il a dit, ils vont essayer de constituer une commission pour être... Je vous l'ai dit au sommaire, au moins 2 morts et 3 blessés dans une attaque des miliciens Mobondo, village Ngambui, dans la commune de Maluku ce mercredi 22 mai. Le bourgmestre de cette municipalité a alerté sur le risque de perturbation du trafic sur la route nationale numéro 1, située à quelques kilomètres. Les détails, c'est avec Rachel Adasaliwala. Alors que la milice fait parler d'elle dans les Grands Bandundu, les bris des bottes s'activent également dans la commune de Maluku, la plus vaste sur les 24 que compte la ville de Kinshasa. Au moins 2 personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à ce mercredi par les miliciens Mobondo au village Ngambui, dans la commune de Maluku. Ce village est situé à 17 km de Mongata, dans la province de Kwango. L'attaque a fait également 3 blessés qui sont ramenés en Bakana pour la prise en charge. Le bourgmestre de Maluku qui livre l'information précise que la milice est toujours active dans la région. Alexis Mampa alerte aussi sur les risques de perturbation du trafic sur la RN1 située à quelques kilomètres. Il plaide pour les renforcements des dispositifs sécuritaires afin de protéger la population. Alors que la police congolaise avait annoncé leur fin, les miliciens ont ressurgi depuis 2 semaines. Parmi les derniers dégâts, à leur compte, l'attaque de 2 embarcations dans la nuit de lundi à mardi sur la rivière Kwango au village Ibandataku, dans la province du Kwango. 5 femmes ont été violées par les miliciens qui les avaient soustraits des embarcations pour leur dernier retranchement de 20h à 5h. Sécurité toujours au plus bref, la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé le mardi 21 mai des patrouilles mixtes dans la ville de Kinshasa. Le go a été donné par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba Limbas dans le service de communication de l'inspection provinciale de la police. Ces patrouilles, c'est pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens après le coup d'État manqué le dimanche dernier dans la capitale. Dans le Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé une série d'offensives contre les positions des rebelles M23 RDF. Lors de ces opérations, les forces loyalistes ont réussi à prendre le contrôle de plusieurs localités au Nord Kivu. C'était ce mercredi 22 mai. Rachel Adasaliwala revient.
L'armée loyaliste a réussi à prendre le contrôle des localités de Bweru, Bihambwe, Mema, Kaniro, Kavumu, Kaseke, Kashovu et Bitonga après la débandade de rebelles M23 RDF. Cette avancée marque un tournant dans les conflits qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 RDF depuis plusieurs mois. Les forces loyalistes ont montré leur détermination et leur volonté de mettre fin à cette menace qui pèse sur la stabilité de la région. Cette victoire représente un pas significatif vers la restauration de la paix et de la sécurité dans la région. Les forces armées de la République démocratique du Congo continueront à poursuivre les opérations afin de déloger complètement les rebelles et de rétablir l'ordre dans la région. La population locale peut désormais espérer un avenir plus sûr et pacifique grâce à l'engagement et au courage des forces loyalistes. Rappelons que c'est depuis plus de 72 heures que les affrontements opposent les M23 RDF et les FARDC appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie VDP d'Iwazalendo sur plusieurs lignes de combat dans les territoires des Massissi au Nord Kivu. Une milice vient de voir le jour à Djougou. En Ituri, alerte le député national Floribert Djabou. D'après cet élu du peuple, le nombre des groupes armés ne fait que s'accroître malgré l'état de siège en vigueur depuis 3 ans. Djoumoukoula Batou est la nouvelle milice qui est active depuis quelques jours dans la commune de Mongboalou et ses environs, région riche en or. La zone enregistre depuis le premier jour de l'existence de la nouvelle milice des tueries de civils et autres actes barbares. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo montent chaque jour en puissance en Ituri. Elles jouent leur position du devoir en vue de défendre les frontières et sécuriser la population. Propos du commandant de la 34e région militaire tenue à l'occasion d'une marche d'endurance et de discussion à Bunia, de nouvelles unités de la FRDC. On en parle avec Affaire Vita. Plus rien ne sera comme avant. Les groupes armés signataires de l'acte de cessation des hostilités qui violeront cet acte de prescrit subiront la rigueur de la loi. La population de l'Ituri a besoin de la paix pour mieux vivre. Déclaration du vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Sami Adoubango, à son arrivée en Ituri. Les groupes armés, là où ils se sont engagés sincèrement devant Dieu, devant le président de la République, devant le peuple iturien meurtri qu'eux-mêmes tuent, et aussi devant leur propre conscience, qui ne vont plus revenir endeuiller l'Ituri. Ça, c'était le premier accord, lorsque nous étions ici. Le deuxième accord concernait les communautés ituriennes. La situation de l'Ituri, je l'ai toujours dit et je le répète, la situation est iturienne. La solution, dans un premier temps, elle est iturienne. Eux-mêmes ont signé la cessation des hostilités. Eux-mêmes nous ont demandé, en cas de dérapage, qu'on les frappe. Eux-mêmes ont dit, en cas de dérapage, qu'ils soient déférés devant la justice militaire. Je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Je ne pense pas qu'il faut maintenant aller dans des théories. Nous ne voulons plus voir le sang d'un Iturien encore couler. Le vice-ministre de la Défense nationale a profité de l'occasion pour appeler le peuple iturien à l'unité. Il y a eu beaucoup de secousses après ce dialogue. Il y a des tireurs de ficelles, les manipulateurs, ils sont là. Maintenant, il y a un combat ouvert entre ceux-là qui veulent la paix et ceux-là qui ne veulent pas la paix, depuis qu'on a lancé le dialogue. Alors nous devons travailler d'arrache-pied avec ceux-là qui aiment réellement que nous puissions avoir cette paix-là. Poursuivant sa mission, cet élu de l'Ituri sera ce samedi 25 mai à Djalasik, en territoire de Mahagi, dans une mission de pacification de conflits armés mettant en mal la cohésion sociale entre les peuples. Vous venez plutôt de suivre l'arrivée ce mercredi du vice-ministre de la Défense nationale à Bunia en Ituri. Je disais que les forces armées de la République démocratique du Congo montent chaque jour en puissance en Ituri. Elles gardent leur position du devoir en vue de défendre les frontières et sécuriser la population. Propos du commandant de la 34e région militaire tenue à l'occasion d'une marche d'endurance et de dissuasion des nouvelles unités des FRDC à Bunia. Affaire Vita.
La coopération militaire entre la RDC et l'Égypte se porte bien. En témoigne la toute première réunion de la commission militaire mixte présidée conjointement par le ministre égyptien de la Défense et son homologue congolais. C'était le mardi 21 mai dans la capitale égyptienne. Patrick Isobongesebokuma. Le vice-premier ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant est arrivé mardi au Caire, capitale de l'Égypte. Jean-Pierre Bemba Gombo a rencontré son homologue égyptien Mohamed Zaki, avec qui ils ont présidé la cérémonie de clôture de la première réunion de la commission militaire mixte Égypte-RDC. Cette réunion a évoqué les derniers développements sur la scène régionale et internationale de leurs implications sur la sécurité et la stabilité du continent africain à la lumière des circonstances et des défis actuels, ainsi que l'accord sur les aspects croissants de la coopération militaire entre les deux pays dans de nombreux domaines, a rapporté le ministère de la Défense égyptien. Les deux ministres ont également présidé la séance de clôture de la réunion du comité militaire égypto-congolais qui a abordé un certain nombre de sujets liés au soutien des perspectives de coopération conjointe et à l'échange d'expériences dans de nombreux domaines militaires et à l'échange d'expériences dans plusieurs domaines militaires pour les deux pays, a précisé la même source. Et de poursuivre, le commandant en chef des forces armées a souligné sa fierté de relations entre les forces armées et leurs homologues des pays africains, saluant les efforts réalisés par le comité pour parvenir à des visions communes dans tous les domaines militaires. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC a exprimé son appréciation pour la profondeur des liens et des relations qui unissent les deux pays amis. Il a également salué les efforts égyptiens en faveur de toutes les questions touchant à l'Afrique. Mais bien avant, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba s'était rendu à la place du soldat inconnu et du mausolée du président Anwar El-Sadat où il avait déposé sa gerbe de fleurs. La réunion d'ouverture et la séance de clôture se sont déroulées en présence du lieutenant-général Osama Askar, chef d'état-major des forces armées et plusieurs officiers des forces armées des deux pays. Après la tentative de coup d'État manquée le dimanche 19 mai au Palais de la Nation, les réactions fusent de partout. La communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, a condamné cet acte avec la plus grande fermeté et a exprimé sa solidarité aux autorités et au peuple congolais. Suivez. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, son Excellence Gilberto da Piedade Verissimon, a appris avec la plus grande préoccupation la tentative de coup d'État survenue la nuit du 18 au 19 mai 2024 en République démocratique du Congo, RDC. Le président de la Commission condamne avec la plus grande fermeté cette tentative de coup d'État et exprime sa solidarité avec les autorités et le peuple congolais qu'il félicite. Par ailleurs, pour avoir fait échec à cette aventure éhontée de prise de pouvoir. En outre, tout en rappelant que le coup d'État constitue un crime vigoureusement condamné par les traités révisés de la CEAC et les protocoles révisés du Conseil des paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, adoptés en 2019, le président de la Commission exhorte les autorités congolaises à diligenter des enquêtes approfondies en vue de faire toute la lumière sur ces événements et d'en traduire les auteurs devant les juridictions compétentes. En outre, tout en rappelant que le coup d'État constitue un crime vigoureusement condamné par les traités révisés de la CEAC et les protocoles révisés du Conseil des paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, adoptés en 2019, le président de la Commission exhorte les autorités congolaises à diligenter les enquêtes approfondies en vue de faire toute la lumière sur ces événements et d'en traduire les auteurs devant les juridictions compétentes. Enfin, le président de la Commission appelle tous les acteurs politiques et sociaux congolais au calme et à la sérénité ainsi qu'à s'abstenir de tout comportement de nature à mettre à mal la cohésion nationale et la stabilité du pays. En économie, le prix du cuivre sur le marché mondial vient de connaître une hausse vertigineuse. La tonne se négocie actuellement à 11 460 $. Ce prix, à en croire les analystes, était attendu au troisième trimestre de cette année. La demande mondiale croissante de cette matière première et la transition vers les énergies renouvelables en constituent la cause. Patrick Issou nous en dit beau.
On ne s'y attendait peut-être pas en ce moment, selon les analystes. Il est allé très vite. Le prix du cuivre sur le marché mondial a pris de l'ascenseur. Un nouveau record vient d'être atteint. Depuis le lundi 20 mai, la tonne se négocie à 11 460 $ américains. Ce prix dépasse les prévisions des analystes de Macquarie. Ils prédisaient un pic de 9 500 $ américains pour le troisième trimestre de cette année 2023 et un prix de 15 000 $ la tonne d'ici à 2025. En croire plusieurs sources crédibles, ce bond du prix du cuivre sur le marché des matières premières est consécutive à plusieurs facteurs. D'abord, la loi de l'offre et de la demande. Cette demande mondiale est en constante augmentation en raison de la transition vers les énergies renouvelables et la mobilité électrique, car le cuivre constitue de ce fait un élément essentiel dans la production des câbles électriques et de batteries. Enfin, des perturbations dans l'offre du cuivre ont surtout contribué à cette ascension du prix de cette matière première. On citera la grève dans les mines du cuivre au Chili, le plus grand producteur mondial, ainsi que des problèmes logistiques dans d'autres régions productrices, réduisant ainsi l'approvisionnement sur le marché mondial. Ainsi, cette hausse des prix du cuivre a très certainement des répercussions sur de nombreux secteurs. On citera à titre d'exemple l'industrie automobile, l'électronique et la construction. Ceci étant, les sociétés doivent à cet effet faire face à des coûts plus élevés pour leurs matières premières, ce qui devrait se traduire très certainement par une augmentation des prix pour les consommateurs. Cette tendance à la hausse de prix du cuivre se poursuivrait-elle dans les années à venir? En tout cas, les analystes continueront à les surveiller de près. À l'international, pour terminer, à quelques jours des élections du 29 mai en Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC est confronté à la gronde des Sud-Africains. Ces derniers estiment que ce parti au pouvoir n'a pas tenu ses promesses. Fermi Vita. Pendant des années en Afrique du Sud, le Congrès national africain incarnait un mouvement visant à libérer les Noirs de l'oppression de la minorité blanche et à défendre le principe de la démocratie, de l'égalité et d'une vie meilleure pour tous. Mais 30 ans après être passé de mouvement de libération à parti politique au pouvoir, force est de constater que l'ancien favori du pays est boycotté par des Sud-Africains mécontents. Cela m'a vraiment blessé. Je travaille avec des enfants qui ont besoin d'être pris en charge et l'ANC fait tout sauf prendre en charge ce que je fais. Ce n'est pas forcément pour l'organisation dans laquelle je travaille, mais pour toutes les structures qui aident les enfants. L'ANC devrait être le premier donateur à aider à s'assurer que l'enfant noir africain va à l'école avec des chaussures et a de quoi manger. Parce qu'on ne peut pas aller en classe l'estomac vide, on ne peut rien apprendre. C'est donc vers 2010-2011 que j'ai décidé de changer de parti. Si certains se décident de se déserter des bureaux de vote, d'autres par contre se tournent vers le parti qui promet, entre autres, de réduire la pauvreté parmi les Sud-Africains. Le parti au pouvoir n'a pas réussi à satisfaire nos besoins. Nous avions nos contestations et elles n'ont pas été traitées. La raison pour laquelle nous avons rejoint le parti MK est que nous voulons y remédier. L'ANC a échoué. L'ANC lutte pour conserver sa majorité parlementaire, mais les élections pourraient l'obliger à former un gouvernement de coalition nationale. À présent, la place est au rappel des principaux titres. Les sénateurs de la province du Tanganyika ont fait part au Premier ministre sortant de l'aide urgente dont a besoin la population sinistrée de ce coin, ce après les inondations. 2 morts et 3 blessés, c'est le bilan d'une attaque des miliciens Mobondo ce mercredi dans la commune de Maluku. Enfin, le vice-ministre de la Défense nationale a appelé les groupes armés de l'Ituri à respecter leur acte d'engagement de paix signé dernièrement. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention, nous avoir accordé. Retrouvez demain à 13h précise Nico Kassanda pour le bulletin de nouvelles. Et moi, je reviendrai à la même heure pour la grande édition du journal. Portez-vous bien.